Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour au frère Buffet, bonjour à Youssef Indy qui est là, nous nous retrouvons parce que l'actualité court, elle galope même, et non seulement elle nous rattrape mais elle nous dépasse. Alors nous allons aborder avec Youssef Indy un sujet que nos grands médias évoquent peu, mais qui est essentiel, puisque la marmite bouille, mais elle bouille partout. Aujourd'hui, c'est le chaos qui s'installe, tous azimuts. Nous allons parler du Maghreb, et plus spécialement, autant que faire se peut, de l'Algérie et du Maroc, mais on sait que la question du Maghreb déborde, enfin en tout cas de ce grand Maghreb qui va de la Tunisie au Maroc, à l'Atlantique, des mares au golfe des Sirtes, et je pense qu'il faudra évoquer cette question. Youssef, alors, un point, quid de l'Algérie, alors que le président Bouteflika est subclaquant, on vient de l'envoyer en Suisse pour soi-disant un contrôle de routine, mais on voit bien qu'il est réduit à l'état de légume, une légumineuse. C'est pas très aimable de dire cela de la part d'un chef d'État, enfin à propos d'un chef d'État, mais c'est ce qui ressort de toutes les images télévisuelles que nous pouvons avoir de lui. C'est un homme qui est fini, qu'on maintient hors d'eau si c'est possible, ou hors sol, à la façon dont le président Tito, mais avant lui le général Franco, avait été maintenu en vie ou en survie pour permettre des aménagements ou des réaménagements, des réarrangements politiques. Peut-on considérer, Youssef Indy, d'ailleurs, que le président Bouteflika a déjà tiré sa révérence? Déjà, on sait que le président Bouteflika a été forcé de se représenter à la présidentielle, à la dernière présidentielle, puisque physiquement il ne pouvait pas tenir, ce qui signifie que ceux qui tiennent le pouvoir, l'État profond, on pourrait appeler l'État profond algérien, n'ont pas pu organiser, en tout cas jusque-là, la succession de Bouteflika. Donc il va y avoir un problème de succession qui va se poser. Maintenant, il y a un problème parallèle à cette question de la succession, qui est celui de l'intégrité territoriale de l'Algérie qui est menacée. Faisons un petit rappel de la séquence historique. Il y a eu en 2011 le fameux printemps arabe. Il y a deux pays qui ont véritablement résisté à ce printemps arabe, c'est l'Algérie et le Maroc, de manière différente. On ne peut pas comparer les deux cas, mais l'Algérie a su faire face à ce printemps arabe. En parallèle, on a réactivé les indépendantismes kabyles en Algérie. Et on a vu apparaître périodiquement des groupes terroristes en Algérie. Donc il y a deux leviers sur lesquels s'appuient les impérialistes, ceux qui ont dans le viseur l'Algérie. C'est d'un côté les indépendantistes kabyles, très soutenu par les sionistes et notamment Bernard-Henri Lévy, encore très récemment, et les groupes terroristes qui ont vraiment du mal à s'implanter en Algérie au vu du savoir-faire, entre guillemets, de l'armée algérienne dans ce domaine-là. Qui est impitoyable. D'une dureté totale, mais c'est la seule solution. Ils sont radicaux. Donc, le printemps arabe n'a pas marché. Le terrorisme ne fonctionne plus sur l'Algérie. Et là, on a vu ces dernières semaines le président du MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui est un proche de Bernard-Henri Lévy et qui recevrait beaucoup d'argent de la part des sionistes, pour ne pas dire des Israéliens. Donc on a vu cet individu être mis en avant par BHL, et BHL lui-même revenir sur ce printemps arabe qu'il appelait déjà de ses voeux en 2012. Alors, restons une toute petite seconde sur Bernard-Henri Lévy. À chaque fois qu'il arrive quelque part, c'est un oiseau de malheur. On sait que il est précurseur de toutes les tempêtes. On l'a vu sur la place du Maïdan en Ukraine, avant le grand embrasement, avant la révolution, mais on l'a vu aussi bien en Bosnie, on l'a vu extrêmement actif, même se faire photographier devant des décors pour que les photographies soient plus belles et plus réussies. Il a aussi beaucoup milité pour la guerre en Syrie. Il a beaucoup milité pour la guerre en Syrie. Donc cet homme est un symptôme.
un symptôme de catastrophe imminente. Quand M. Bernard-Henri Lévy se manifeste, on sait que la guerre n'est pas loin. On l'a vu surtout sur la Libye. Pour éviter un bain de sang, c'est lui qui en a fait... on a produit un. On annonçait un bain de sang, soi-disant, sur Kadhafi. Tout le monde sait qu'il y a le fameux lyrisme arabe et que quand Kadhafi faisait des grandes démonstrations verbales, les choses n'étaient pas tout à fait... il fallait en prendre la véritable mesure. Mais 140 000 morts, l'intervention otanesque de l'Italie, du Royaume-Uni, de la France sur la Libye. Donc M. Bernard-Henri Lévy est à prendre en considération, à prendre au sérieux et surtout se dire que les choses deviennent maintenant de plus en plus imminentes. Mais la grande presse, encore une fois, je pense que j'allais dire nos téléspectateurs, plutôt ceux qui nous visionneront, ne savent pas justement que les choses sont en train de déraper du côté du Maghreb. D'ailleurs, si je me souviens bien, en 2012 ou 2013, lors d'un sommet arabe, l'ambassadeur du Qatar s'était adressé à l'ambassadeur d'Algérie en lui disant « Vous êtes les prochains sur la liste ». Il parlait de la Libye, donc il lui a clairement dit que les prochains, ceux qui étaient dans le viseur, étaient l'Algérie. Donc on voit aujourd'hui les choses s'accélérer. Et il faut mettre cette situation algérienne en parallèle avec la situation marocaine actuelle. On a assisté, on en a peu parlé dans les médias occidentaux, mais pas mal dans la presse africaine, on a assisté à un véritable revirement géopolitique du Maroc. Et il faut expliquer les raisons. Au mois de mars, on a vu le roi du Maroc, Mohamed VI, se rendre à Moscou pour obtenir le soutien de Vladimir Poutine sur la question du Sahara. Et le Maroc et l'Algérie ont passé des accords stratégiques importants. Pourquoi ? Parce que au cours du mois de mars, chose très curieuse qui s'est passée, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, se rend en Algérie et fait une déclaration fracassante, il me semble c'est à partir d'Alger, où il parlait du Sahara comme étant occupé militairement par le Maroc. Ce qui est factuellement faux en fait. On sait que la question du Sahara s'est déclarée après les indépendantismes dans les années 50, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais dans les années 70, il faut se souvenir, ce qu'on a tendance à oublier, qu'en 1970, le président algérien Boumedienne avait déclaré que l'Algérie ne s'impliquerait pas, ne s'ingérerait pas dans les affaires marocaines dans le Sahara. Mais les dirigeants qui lui ont succédé ont fait un virage à 180. Il y a la fameuse ligne de il y a les mines d'or de Tindouf, il y a la fameuse ligne de l'Oueddra, sur laquelle, en fait, régulièrement, il y a encore, je crois, aujourd'hui, des incidents. Ces derniers temps, non, mais il y a eu des incidents provoqués par qui ? Par le Polisario. Polisario, en fait, était une création espagnole, mauritanienne et algérienne. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis les années 70, notamment 73-75, l'Algérie n'a pas changé de position sur la question du Sahara. Pourquoi ? C'est pour une question géopolitique simple. L'Algérie voulait très tôt avoir un débouché sur l'Atlantique, parce l'Algérie quelque part enclavée dans la Méditerranée. Et avait soutenu le Polisario, comme elle ne pouvait pas elle-même pénétrer dans le Sahara occidental, elle soutenait le Polisario pour créer un État indépendant, ce qui donnerait un débouché sur l'Atlantique à l'Algérie. Or, on a vu que cette politique, cette stratégie n'a pas porté ses fruits. Elle n'a fait qu'envenimer plus encore les rapports entre l'Algérie et le Maroc. Ce qu'il faut dire, et ce que personne ne dit, ce que je pense, c'est que la question du Sahara a été un levier des puissances occidentales pour maintenir le Maroc soumis, notamment aux États-Unis. Parce que, faut se rappeler, avant la chute du mur de Berlin, le monde était divisé en deux. Il y avait les puissances occidentales atlantistes et de l'autre, il y avait les tiers-mondistes rattachés à l'Union soviétique. Après la décolonisation, l'Algérie a choisi son camp, c'est-à-dire l'Est, et le Maroc, l'Ouest, pour des questions historiques sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et donc, au vu de cette situation politique et géopolitique, les puissances occidentales
aurait pu, le Maroc aurait très bien pu récupérer son Sahara dès les années 70. D'ailleurs, en 1975, la Cour internationale de justice n'avait pas déclaré que le Sahara était marocain, mais qu'il y avait un lien historique entre la monarchie marocaine et le Sahara. Mais ils n'ont jamais réglé définitivement cette question pour continuer à avoir une main avancée sur l'Afrique du Nord. Simplement de rappeler que la Mauritanie ne faisait pas partie du Greater Middle East Initiative, l'initiative Grand Orient, qui prévoyait la reconfiguration complète de l'ère arabe et musulmane, depuis le Pakistan, en fait depuis les rives de l'Indus jusqu'à l'Atlantique, mais jusqu'au Maroc, donc, sauf la Mauritanie. Sauf la Mauritanie, que ce plan date de 2004, et même si on n'en parle plus, au fond, c'est ce à quoi nous assistons, c'est son application qui se fait devant nos yeux. Alors j'y viens. Le roi du Maroc a fait... Alors, il faut savoir que le roi du Maroc s'exprime assez peu en public et fait rarement des déclarations fracassantes. Récemment, après être allé à Moscou, il s'est rendu il y a peu en Arabie Saoudite, lors d'un sommet des pays du Golfe. On sait que l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe sont très proches du Maroc. Ils investissent énormément d'argent au Maroc. Le roi du Maroc est allé en Arabie Saoudite pour s'expliquer devant ses alliés, pour les rassurer, leur dire que il restera l'ami des pays du Golfe, etc., mais que le Maroc a le droit de modifier sa stratégie géopolitique, et il justifiait par là son rapprochement avec la Russie. Et il a parlé, c'est là où c'est important, il a parlé d'un complot de certaines puissances, il ne les a pas nommées, pour faire éclater les pays musulmans. Et il expliquait très clairement que le Maroc était un des pays visés par ce grand démembrement du monde musulman. Si on regarde les choses, en fait, tout est dit. L'information est ouverte, ce qu'on appelle ouverte, elle est accessible, sauf qu'elle n'est pas relayée et diffusée. Mais il faut noter que lorsqu'un homme, je ne dirais pas un monarque, mais un chef d'État comme le roi du Maroc, va jusqu'à évoquer ce type de possibilité, il ne le fait pas au hasard, il ne le fait pas de façon irréfléchie, et qu'il y a une réalité qui devient pressante. Sinon, on ne parle pas de ces choses. Il y a une réalité qui devient pressante, et on sent... Pressante et oppressante. Et on sent que... Le roi du Maroc, je ne dirais pas qu'il est effrayé, mais qu'il est poussé par la réalité géopolitique, parce que voir le Maroc se détacher de ses alliés historiques, c'est justement historique. L'Union européenne a lâché le Maroc récemment sur la question du Sahara. Déjà début 2014, il y avait eu un incident diplomatique entre la France et le Maroc, car si je me souviens bien, le ministre de l'Intérieur marocain était passé en France, il était dans l'ambassade du Maroc, et l'État français a envoyé la police pour l'arrêter pour des questions de droits de l'homme. Droits de l'homme qu'on a toujours jeté à la figure du Maroc. Je ne dis pas que le Maroc est exempt d'exactions et autres, hein, mais déjà sous Hassan II, on parlait régulièrement, et on a interrogé le roi Hassan II régulièrement sur les questions des droits de l'homme. Donc il y avait, pour maintenir le Maroc sous domination occidentale, il y avait la question du Sahara et la question des droits de l'homme est un moyen de pression tout à fait... Ça fait des décennies. Maintenant, là où je vois la stratégie perfide là-dedans, c'est que Ban Ki-moon lâche Ban Ki-moon qui est sous pilotage, hein. Ban Ki-moon lâche le Maroc sur la question du Sahara à partir d'Alger. C'est pour donner un signal, essayer de faire croire que c'est sous l'influence d'Alger, c'est-à-dire de l'Algérie, que Ban Ki-moon, l'ONU, s'attaquerait au Maroc sur la question du Sahara, pour diviser plus encore l'Algérie et le Maroc. Il faut que les dirigeants algériens comprennent, parce que eux, ils sont toujours impliqués dans la question du Sahara, il faut qu'ils comprennent que le Sahara est pour le Maroc ce que la Kabylie est pour l'Algérie. Donc, les puissances impérialistes ou sionistes ou peu importe ont peur d'une chose, c'est d'un rapprochement entre l'Algérie et le Maroc.
en plus, au vu du changement radical de la stratégie géopolitique marocaine, on peut s'attendre, via la Russie qui est un allié de l'Algérie, à un rapprochement de l'Algérie et du Maroc. Mais il faut pour cela que l'Algérie abandonne ses ambitions au Sahara. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Alors, il va falloir que nous acheminions vers la conclusion, parce que c'est un thème sur lequel nous reviendrons. Mais il faut regarder le Maghreb et le monde arabe vu de Washington. Washington, où Monsieur Zbigniew Brzezinski, que certains appellent la momie, effectivement, il est hors d'âge, qui conseille derrière le rideau, behind the curtain, qui conseille Monsieur Obama. C'est une grande figure machiavélienne de la géopolitique internationale. Et M. Zbigniew Brzezinski, très curieusement, aujourd'hui, préconise un rapprochement des États-Unis avec la Chine et la Russie, non pas sur les dossiers ordinaires, les inimitiés dureront et perdureront, mais sur la lutte contre le terrorisme international, le djihadisme, l'islam radical. Et contrairement à ce que l'on peut croire, à ce qui ressortait de l'administration, enfin du règne de quand même 8 ans de l'administration Obama, c'est un désengagement progressif du Proche-Orient, alors qu'en fait, M. Brzezinski préconise le retour de l'Amérique au Proche-Orient et le règlement, alors ne parlons pas des puissances européennes qui comptent pour du beurre dans cette affaire, mais de nouveau une implication états-unienne dans ces affaires. On a de quoi être tout à fait inquiet. Alors, j'ajouterai juste un mot et je vous laisse commenter cette information. L'Italie demande avec force aujourd'hui la levée de l'embargo sur les armes à destination de la Libye et se prépare à envoyer un peu moins d'1 millier d'hommes, 800, 900 hommes, combattre au sol en Libye, en soutien, soi-disant, à la coalition qui serait la plus représentative. On voit bien que le feu aussi est largement installé et il y a eu des incidents aussi bien à la frontière tunisienne, il y a eu des incidents dans le Sahara qui ont touché des installations gazières algériennes. On voit bien qu'il y a aujourd'hui que l'incendie se rapproche et encercle à la fois l'Algérie et le Maroc. Et de nouveau, alors que l'on parle, je termine ici, que l'on parle d'un retour des printemps arabes, on parle de plus en plus donc d'une relance de la guerre de Libye. C'est intéressant que vous en parliez parce que justement il y a un représentant de l'ONU qui s'est exprimé récemment au Maroc et qui a parlé d'un deuxième printemps arabe et que les pays arabes non le Maroc devraient se préparer, prendre toutes les mesures nécessaires, c'est-à-dire on parle des droits de l'homme, toujours la même chose, pour se préparer à un second printemps arabe. Donc on est en train de mettre en garde les derniers pays musulmans qui tiennent debout, au Maghreb notamment l'Algérie et le Maroc, qu'ils sont les prochains sur la cible. Et c'est pour ça, je le répète, c'est pour ça que le roi du Maroc s'est précipité en Russie et il a déjà annoncé qu'il allait se rendre en Chine. Alors, le roi du Maroc a l'air de se réveiller assez tardivement parce que ce printemps arabe est programmé de longue date. Dans mon livre, quand j'ai parlé du plan de redécoupage du monde musulman, j'ai bien écrit du Maroc au Pakistan, un Maroc inclus. Le Maroc est sur le viseur. Alors, les dirigeants marocains jusque-là pensaient qu'ils seraient à l'abri de ce printemps arabe, compte tenu de leurs relations privilégiées avec l'Europe et les États-Unis. Mais non, il faut essayer de voir la cause première de ces printemps arabes et de cette déstabilisation du monde musulman. Elle est sioniste. Ce plan est un plan d'abord israélien, avant d'être un plan néoconservateur. C'est le fameux plan Yodelinon réactualisé en 2002. Donc, qu'ont republié d'ailleurs récemment les éditions Sigest avec des actualisations, des commentaires. Et donc je recommande qu'on lise le plan Yodelinon, ce qui donnera une idée de la grande stratégie. Il faut mettre un G majuscule, la grande stratégie israélo-américaine ou judéo-protestante. Qui, comme je l'ai expliqué, remonte à loin au Moyen-Âge, mais on ne va pas y revenir. Et le roi du Maroc, ce qui est intéressant, déclare aux pays musulmans, aux dirigeants des pays musulmans, qu'il faut,
étudier les causes de ce printemps arabe, cette volonté de morceler le monde musulman, et deuxièmement, établir une contre-stratégie. Donc alors moi je dirais au roi du Maroc, si ils veulent établir une contre-stratégie, il faut qu'ils reviennent à la racine même de cette qu'ils s'adressent à Yini ou... Mais l'origine de cette stratégie, elle est profondément sioniste. Donc on ne peut pas attaquer l'ONU, attaquer l'Union européenne, attaquer les États-Unis sur cette question sans s'attaquer à la racine qui est en Israël. Cher Youssef, vous savez quelles sont les relations ultra privilégiées du royaume marocain avec Israël. C'est bien pour ça que je le dis. Puisque nous avons un ministre en France, le ministre de la Culture, pour ne pas le nommer, Azoulay, qui est la fille d'André Azoulay, conseiller du roi du Maroc. Tout bientôt, nous allons reprendre ces questions parce que je pense qu'elles vont se réinviter sur la scène internationale. Ce que nous venons d'évoquer fait mieux comprendre la levée de boucliers terrifiante contre le candidat Donald Trump, qui avait annoncé qu'il, même s'il allait conduire la guerre contre Daesh, ne se mêlerait plus de s'ingérer, préconise une politique relativement isolationniste. Mais on voit bien que la grande géostratégie telle que redéfinie aujourd'hui par Zbigniew Brzezinski va à contresens ou contredit plutôt des idées qui ne sont pas si schématiques que ça de M. Trump. C'est intéressant parce que Zbigniew Brzezinski, dans son dernier article, dit très clairement que si nous suivons certains isolationnistes américains, il pense à Donald Trump, et que nous nous retirons du Proche-Orient, ce sera un signe de faiblesse envoyé au reste du monde. L'Amérique apparaîtrait faible, alors que, selon Zbigniew Brzezinski, le monde a besoin des États-Unis pour se stabiliser. Or, on le voit très bien, pas besoin d'être un grand géopolitologue pour voir que la déstabilisation du monde eurasiatique, je dis bien eurasiatique, donc de l'Europe jusqu'à l'Oural, la cause première, c'est la géopolitique, la politique étrangère américaine. Les Américains sont des pompiers incendiaires, des pompiers pyromanes qui veulent, ou le médecin qui, après avoir empoisonné son patient, arrive à son chevet. Voilà, c'est la façon, l'ultime façon que les élites américaines néoconservatrices ont trouvé pour maintenir le leadership américain. Ce qui est le signe d'une géopolitique et d'un pays qui est à bout de souffle, parce que Zbigniew Brzezinski nous a quand même habitués à des analyses d'un tout autre degré. Et là, lorsqu'on lit, donc on l'a lu ce matin, la dernière analyse géopolitique de Brzezinski, on sent qu'il est totalement essoufflé. Et pas seulement lui, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas, même avec ses grands moyens intellectuels, à trouver de débouchés à la politique américaine. C'est-à-dire que les États-Unis sont dans un tel état, de déliquescence morale, matérielle, militaire, économique, que même le plus grand des cerveaux stratèges américains ne peut plus trouver d'issue à cette politique. Le seul moyen qu'ont les États-Unis pour se redresser, c'est justement de venir à une politique isolationniste et reconstituer un tissu industriel. La démocratie exemplaire universelle des États-Unis est en train de nous administrer la preuve qu'elle est tout sauf démocrate ou démocratique, puisque tout est fait pour interdire l'accès au vote, à la candidature de M. Trump. On voit bien que, encore une fois, le système veut des hommes qui soient strictement, directement issus du système, qu'ils en soient les marionnettes. Dans un pays où ce n'est plus l'appareil d'État qui dirige, mais les lobbies, dans les différentes ou l'État profond. Oui, l'État profond. Les pétroliers, le complexe militaro-industriel, pharmaceutique. Qui ont chacun des lobbies extrêmement puissants. Et pour ce qui est de la politique étrangère, ce qui nous intéresse, nous, on sait que le lobby le plus influent aux États-Unis, et l'AIPAC, c'est le lobby pro-israélien. Donc dans un pays où ce sont des lobbies qui pilotent en sous-main la politique étrangère américaine, même intérieure américaine, un homme comme Donald Trump, qui n'a pas besoin de l'argent des lobbies, est
évidemment considéré comme un ennemi à abattre. Il incarne le souverainisme américain, mais le véritable souverainisme. Si M. Trump a ses 1200 suffrages chez les grands électeurs, on peut penser qu'il y aura un accident. Voilà. Comme pour les Kennedy. Je ne joue pas les Cassandres en disant cela, mais ça sera peut-être l'ultime moyen de l'écarter. Là aujourd'hui, mais nous y reviendrons encore, on vient de découvrir que son slogan America First était un slogan nazi. Ah, oui, un slogan nazi qui avait été utilisé par la droite anti-Bélicis, qui était contre l'entrée en guerre des États-Unis en 1940, et 40 ou 41, 41. Et donc, Monsieur Trump est un véritable nazi. Merci à toutes, merci à vous et à très bientôt. À très bientôt.